Il faut savoir que le cortisol, qui est une hormone et dont on extrait la cortisone, va totalement inhiber le système immunitaire. Qu'il y ait eu de la cortisone avant la conception d'un enfant, qu'il y ait de la cortisone pendant la vie intra-utérine ou qu'il y ait de la cortisone dans la petite enfance de l'enfant, son système immunitaire, qui est une machine qui va même gérer l'ADN, votre ADN et votre ARN, et qui va avoir une action fondamentale sur une structure qu'on appelle les ribosomes, qui sont des organismes cellulaires qui vont fabriquer votre ADN et votre ARN, ou tout du moins les ARN plus particulièrement, vont avoir une difficulté et une inhibition et vont être beaucoup plus sensibles à l'agression de tout élément perturbateur extérieur et intérieur à l'individu. Le crâne de naissance, comme on l'a dit, évidemment favorise l'occiput, et ce crâne de naissance, lui, va être soumis en effet à le règlement du système neurovégétatif. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où les conditions d'accouchement sont des conditions difficiles, à partir du moment où la grossesse a été aussi difficile, pour tout ce qu'on a évoqué, on reprend systématiquement comme primaire le système neurovégétatif et le système nerveux périphérique. Il faut savoir que le système neurovégétatif et le système périphérique vont faire une sélection dans les informations sensorielles par rapport aux informations motrices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est intéressant. Les informations sensorielles, c'est tout ce que vous allez ressentir et vivre de l'environnement et comment vous allez les traiter, notamment avec une structure qui est importante, qui s'appelle le rhinencéphale, qui est une structure qui a fait votre système limbique avec votre hypothalamus, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire finalement toutes vos émotions. Mais également, le système sensoriel, c'est aussi une régulation pour vous, finalement, des fonctions végétatives de base, c'est-à-dire votre pression artérielle, le pH, c'est-à-dire votre état d'acidité, votre état de neutralité. C'est aussi vos températures de base, vos échanges basiques et acides, etc. Le système sensoriel a énormément d'importance dans toutes les régulations du milieu intérieur, comme le dit Jean-Didier Vincent dans la biologie des passions. Et à partir du moment où il y a stress, votre système neurovégétatif orthosympathique et parasympathique, sachant que l'orthosympathique est primaire sur le parasympathique, eh bien va, lui, effacer certaines fonctions sensorielles, notamment celle de l'écoute, même celle de la vision, celle de la gustation aussi, par certains principes justement de désordre intérieur, et notamment du sens de la non-récompense, du sens de ne pas avoir le droit à, de ne pas avoir l'estime de soi, etc., etc. Et également le principe du ressenti. Et pourquoi? Pour simplement favoriser l'activité motrice pour échapper aux prédateurs. L'activité motrice pour fuir ou pour combattre. Et cet état-là va diminuer dans une naissance de stress, justement, tout l'état sensoriel. Donc il est intéressant de comprendre toute la valeur de ce cerveau postérieur à partir du moment où des patients ont une certaine demande par rapport à ce que je viens d'exprimer. Le crâne de naissance va nous montrer un occiput qui reste en position haute et dont on a bien parlé dans les vidéos précédentes, puisque ce n'est pas le principe de l'hominisation du crâne. Le principe de l'hominisation du crâne, c'est un occiput au contraire qui descend, pas un occiput qui monte. Alors donc cet occiput qui va nous témoigner du stress par rapport justement à cette position qui reste trop élevée, d'ailleurs qui va entraîner une rigidité cervicale et lombaire et certainement par la suite des problèmes vertébraux qui ne seront pas des moindres, et notamment au niveau des lombaires, puisque toute la sphère occipitale est liée au système viscéral. Ça, c'est un problème embryologique qui s'appelle le problème de l'endoderme. Et en fait, tout est lié, et donc il est certain que dès la naissance, les pathologies lombaires discales, et notamment sur les charnières lombosacrées ou les charnières des dernières lombaires, c'est-à-dire L4, L5, est certainement liée déjà à la position
de l'occiput qui s'est pratiquement dessiné dans la vie fœtale et qui va se dessiner davantage dans l'accouchement. Ça, c'est un seul exemple, mais il est intéressant. Et la hernie cervicale aussi, c'est-à-dire toutes les névralgies cervico-brachiales qui sont extrêmement nombreuses, sachant que les cervicales comme les lombaires sont des vertèbres d'eau, c'est-à-dire qu'elles sont faites par les liquides, alors que les vertèbres comme les dorsales par exemple, ou certaines autres structures sont faites au contraire par le système de pression aérienne, eh bien il faut savoir que évidemment dès qu'il y a un problème au niveau de l'occiput, vous aurez la même problématique au niveau cervical qu'au niveau lombaire. Et il n'est pas rare, et je pense que les radiologues seraient d'accord, de voir des compressions finalement très importantes sur les dernières cervicales, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un changement au niveau de la posture de l'individu. Et donc cet occiput qui est en extension nous permet de savoir que la plainte du patient et surtout neurovégétative, qui a une dysfonction entre son orthosympathique et son parasympathique. Ce n'est pas des moindres, sachant que ce système-là naît des artères et dirige les artères du corps, et que la première artère du corps qui va être fondamentale, et ça je le dis parce que je pense que ceux qui sont en médecine naturelle, qui pratiquent des médecines naturelles ou non naturelles d'ailleurs, allopathiques, vont être intéressés. Il faut savoir que tout va naître d'une seule artère qui s'appelle l'artère iliaque interne. Alors cette artère iliaque interne, qu'est-ce qu'elle innerve principalement? L'utérus et les ovaires, c'est-à-dire toute la création de ce petit enfant qui vient de naître. Et ensuite, vous avez un crâne de ce qu'on appelle petite enfance. Celui-ci, c'est le crâne de l'écoute, mais c'est surtout le crâne viscéral. C'est le crâne de la mère, c'est le crâne du lien à la mère, c'est le crâne de l'endoderme. Tous les viscères sont faits par cette structure embryologique qu'on appelle l'endoderme, qui va construire vos viscères et également vos poumons, construire votre foie, etc. C'est-à-dire tous les principes qui sont fondamentaux au niveau du métabolisme et des échanges. Tout ce système vasculaire va se retrouver et va être stimulé par une fonction de l'organisme très intéressante qui est celle de l'écoute. L'enfant va écouter avant de parler, avant d'être dans le verbe, il va écouter, il va comprendre, il va ressentir, il va avoir les intuitions et des perceptions que nous ne retrouvons plus après, dès que nous commençons à être dans le verbe, mais qui sont absolument extraordinaires et tellement bien décrites dans beaucoup d'ouvrages, et notamment dans ceux de Michel Audin, que je ne reviendrai pas dessus, et je vous laisse les découvrir avec plaisir. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le principe de ce crâne de petit enfant, ce sont les temporaux, puisque l'écoute est au niveau des oreilles, et les temporaux, normalement, au moment de la petite enfance, doivent s'épanouir énormément, c'est-à-dire s'ouvrir, pour permettre justement l'épanouissement des autres os du crâne. Je me souviens d'un film qu'avait montré Bruce Lipton. Il avait montré un film assez étonnant, où justement ils avaient pris une échographie d'un enfant dans le ventre de la mère et un couple qui se disputait. Et à chaque fois que le couple se disputait, l'enfant faisait des bonds mais absolument fantastiques dans le ventre de la mère, c'est-à-dire que comme s'il essayait de sortir tellement c'était intolérable. Donc ça m'avait frappé, et ça ne m'étonne pas qu'après finalement il y ait une fermeture de l'écoute complète, si vous voulez, chez l'enfant par rapport à ces voix intolérables qu'il a dû entendre et qui ont dû lui créer un stress énorme. Et ça montre bien que ces temporaux ont beaucoup d'importance dans la petite enfance. Et encore une fois, je l'avais dit dans un précédent exposé, c'est eux qui vont recharger votre cortex. D'ailleurs, Tomatis, qui était un médecin ORL, l'avait très bien compris, puisqu'il rééduquait les enfants qui avaient des problèmes de concentration, des problèmes caractériels légers, en rétablissant des sons subliminaires de l'oreille,
dans les aigus et dans les graves, et avec de très bons résultats. Et donc, je garderai ce crâne de petit enfant sur mes temporaux qui n'arrivent pas à s'ouvrir et qui restent pour les ostéopathes qui connaissent en rotation interne. Dans le crâne d'adolescence, ce crâne adolescence qui est un crâne de puberté, va rentrer dans le cadre, encore une fois, d'un cadre qui sera beaucoup plus hormonal, que Jean-Didier Vincent appelle dans son livre le principe de la biologie des passions. C'est un crâne qui finalement va être dans le désir total de beaucoup et de beaucoup de choses et de beaucoup d'expressions affectives. Les principes du cerveau du milieu, c'est-à-dire du cerveau pariétal, donc du mésencéphale ou du diencéphale, va pas s'ouvrir parce que il y a eu brimade ou souffrance affective ou souffrance des échanges, même dans l'hérédité d'ailleurs, au niveau, je dirais, de la tendresse humaine, des contacts humains, de la proximité et de la reconnaissance de l'autre et du respect de l'autre. Je pense que ça c'est important. À l'adolescence, beaucoup de gens ont beaucoup souffert à leur adolescence d'isolement, ont beaucoup souffert de la non-communication aussi bien affective que finalement verbale et de l'accompagnement surtout. L'accompagnement qui doit être dans ces deux facultés, verbale et affective. C'est important la tendresse. Combien de patients disent on m'a jamais pris sur mes genoux, j'ai jamais eu de câlin de mon père ou de ma mère. Ça, c'est une blessure qui est profonde et une blessure du cœur qui est douloureuse et très difficile à combattre après dès l'adolescence, sa vie d'adulte, parce que on a forcément un manque à ce niveau-là, et ce manque, on ne sait pas comment l'exprimer, on a tendance à finalement se dévaloriser par rapport à l'autre, dans la relation à l'autre, et notamment même dans la relation de son corps à l'autre. Et pourtant c'est ce qui prime à l'adolescence, hein, c'est la rencontre avec son corps et la rencontre avec le corps de l'autre. Et enfin, le crâne d'adulte, lui, est important parce que vous avez une structure qui est organique. Cette fois-ci, pas organique dans le sens maladie, mais ce sont les organes du corps qui vont être affectés dans ce principe-là, très fréquemment. Et les organes du corps vont se voir sur ce cerveau par une structure qui est fondamentale, qui s'appelle le sphénoïde. Le sphénoïde, c'est l'os le plus souple du crâne, comme la mandibule est le seul os mobile du crâne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sphénoïde, justement, va ne plus être souple du tout, parce qu'il va garder, au lieu d'avoir une position d'ouverture, parce que c'est comme un papillon, un sphénoïde, hein, ça a des ailes, ça doit s'ouvrir. Donc c'est une chrysalide qui doit naître. Et à partir de ce moment-là, c'est l'inverse qui se passe. On reste dans sa chrysalide. On reste dans sa chrysalide, et à partir de ce temps-là, évidemment, eh bien, tout ce qu'on ne va pas exprimer va se ressentir au niveau de nos organes, parce que ce sera le principe du manque. Alors, on va ressentir le manque au niveau des intestins, parce que c'est quelque chose finalement qui est important dans la distribution de l'air et de l'eau de notre corps. Donc comme c'est limité, nos organes ne vont pas rester silencieux, ils vont s'exprimer d'un manque et ils vont vous le faire savoir. Et quelque part, on connaît tous ces principes de colite, des colopathies fonctionnelles, comme on dit, c'est bien connu, etc. On le connaît, on va avoir des manques au niveau hépatique parce qu'il y aura un manque affectif, et on en a déjà parlé, etc., etc., etc. Donc voilà les types de crânes que l'on peut reconnaître. Je vais revenir sur un principe de correspondance des strains. En effet, c'est fondamental, parce qu'on peut pas, il faut savoir aborder un strain du corps et sa correspondance crânienne, il faut savoir où est-ce qu'on va l'aborder, en fonction justement de la disposition des crânes. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Si, d'abord, quand vous êtes dans un crâne occipital, automatiquement, la première sphère qui est importante, c'est la sphère viscérale. C'est la primaire, mais c'est pas primaire pour tout, mais c'est la primaire pour beaucoup de fonctions. Quand vous êtes dans un crâne du néocortex frontal, dont on a parlé, la sphère primaire, c'est la sphère thoracique. Et quand vous êtes dans un crâne au niveau, je dirais, du mésencéphale,
donc des pariétaux, c'est les deux sphères qui sont ensemble. C'est-à-dire il y a une correspondance à la fois thoracique et à la fois viscérale. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre un strain, par exemple, et qui sont nombreux les correspondances, mais je vais vous en donner un qui est assez simple. Donc comme ça, peut-être ça vous parlera. Le strain, c'est le strain des côlons. Le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Ce strain-là, c'est un strain de sphère. Et il faut savoir que ces sphères, pourquoi sphère? C'est pas, je veux dire, c'est pas un enseignement sur la sphère et les triangles, surtout pas ça. C'est parce que l'organe, il est rond. Donc on donne ce terme de sphère parce qu'il est rond, tout simplement. Et il faut en rester là, et pas élaborer sur autre chose. Et en fait, il est rond et automatiquement, comme c'est une structure qui est ronde, il faut qu'il y ait une structure ronde pour la maintenir au niveau du crâne. Il faut une structure au contraire qui soit plutôt ferme et triangulaire. Et c'est le cas qui va se passer au niveau du crâne parce que cette traction justement des organes ronds avec tous les fascias est quand même très importante. Donc il faut bien ménager et maintenir dans la verticalité et par rapport aux forces de pesanteur, forces de gravitaire, quelque chose. Alors on va retrouver au niveau du frontal cette structure du côlon par la visière frontale. La visière frontale ici va vous donner absolument l'expression du côlon transverse. Et la visière frontale va descendre vers le malaire ici, et ce malaire, cette visière frontale qui va vous descendre, va vous donner à droite le côlon ascendant et à gauche le côlon descendant. Et en fait, à chaque fois que vous avez une traction ici, vous êtes sûr que vous avez une réponse à la fois sur le côlon transverse, parce qu'il est ici au niveau des petites ailes du sphénoïde, hein, c'est la zone qui est importante, et ensuite il redescend avec les deux côlons, à la fois sur le principe orbitaire supérieur, et à droite et à gauche. Et vous me direz, il faut que je m'intéresse à ça. Ça dépend. Si c'est pas ce frontal ici qui est important, il est important derrière. Et vous allez retrouver derrière exactement le même principe du côlon, c'est-à-dire le côlon transverse sur cette base qui est très densifiée, et en triangulaire, puisqu'il est rond, vous allez trouver le côlon ascendant et le côlon descendant. Alors si je me mets comme ça, le côlon ascendant est à droite et le côlon descendant est à gauche.